Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. Non, tu y vas-tu ou tu veux que j'y aille? Vas-y donc, j'ai pas dormi de la nuit. Tout va bien aller. Logisco, On appelle ta mère. plus de 6000 appartements à Québec. De la musique juste parfaite. J'ai pour vous aujourd'hui une excellente reprise d'un groove irrésistible. Toute la journée, écoutez Ici Musique en direct sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le mardi 28 janvier. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci de vous joindre à nous pour cette journée qui s'amorce, journée qui va se refroidir, en tout cas dans bien des régions, au cours des prochaines heures. Est-ce que vous avez vu des poubelles, des bacs de recyclage, certains éléments sur votre terrain s'envoler? Les vents ont soufflé fort dans plusieurs régions hier. 96 km/h à Montréal, 106 du côté de Saint-Hubert vers 20h hier soir. Des rafales, pas historiques, mais dans les plus fortes. En tout cas, ça brassait, comme on dit, et là, il y a de l'air froid qui s'en vient avec ça. Tranquillement. On va faire le tour des prévisions de la météo dans les prochaines minutes. Olivier Pellerin sera là pour parler de sport et Vincent Maisonneuve est déjà à mes côtés. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. On va se pencher et revenir un peu sur le contexte et les éléments qui ont fait en sorte qu'il y a eu une enquête sur l'ingérence étrangère au pays. Oui. Et on va connaître les conclusions du rapport de la commissaire Hogg. Aujourd'hui. Oui, on a déjà eu un premier rapport, c'était en mai 2024. Et disons que depuis, le contexte géopolitique a un peu changé. J'ai hâte de voir comment ce rapport-là, comment on va faire la lecture de ce rapport-là avec maintenant la présence de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vous savez, dans le premier rapport, on parlait de stratagèmes, de coulisses pour tenter d'influencer les résultats de vote dans certaines circonscriptions, que ça n'avait pas eu d'impact sur les élections en général. Mais là, on fait face à un président américain qui, lui, prend toutes les tribunes pour essayer d'influencer les choix que font les Canadiens. Donc, on va voir... Ça va être intéressant de lire ce nouveau rapport-là, ce dernier rapport-là, avec les recommandations de la juge Hogg dans le contexte actuel. Parfait, on y revient dans les prochaines minutes. Jean-Philippe Robillard sera avec nous un peu plus tard. Il publie ce matin un article, c'est déjà en ligne sur notre site Internet. Il parle d'entreprises qui sont étouffées par les frais d'Éco-entreprise Québec. Vous savez, Éco-entreprise Québec, c'est un organisme désigné par le gouvernement parce qu'on veut moderniser la collecte sélective. Il y a des retards dans la consigne. Il semble y avoir certains pépins. Et là, il y a des entreprises qui disent avoir reçu des factures faramineuses pour financer le nouveau système de collecte sélective. Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour nous parler de ça. Je parlais des vents hier. Il y a eu des pannes d'électricité. On était au-dessus de 100 000 à un certain moment. Ce matin, bilan, donc ça a beaucoup diminué. Un peu plus de 12 000 abonnés d'Hydro-Québec sont sans courant ce matin. Donc, ça a vraiment diminué. Mais Véronique, vraiment, ces vents très forts ont soufflé, nous amenant du froid. Là, on va le voir dans les prochaines heures. Les températures vont dégringoler. Oui, on est à moins 7 en ce moment à Montréal. C'est ce qu'il fait en Estrie, dans les Laurentides aussi, autour de moins 8, moins 11 dans la région de Gatineau, mais du côté de l'Abitibi, moins 22. Et c'est ce qui s'en vient. Alors, ça s'en vient tranquillement. On devrait stabiliser les températures autour de moins 13, moins 16 en cours de journée. Vents qui ont énormément diminué, donc on parle plus de vent violent, mais bien de vent agaçant. Nord-ouest, 30-50 km/h. Quand il fait moins 7, ça dérange un peu sur le bout du nez le matin. Donc, tendance au dégagement aussi. Là, les averses de neige, ça cesse graduellement. Il est tombé à peu près 5 cm à Montréal, 5 à 10 en Outaouais, une dizaine dans la région de l'Estrie, un peu plus par endroit dans les Laurentides. Alors, ça s'estompe ce matin, ça se dégagera. On verra le soleil, mais c'est plus froid. Et on maintient un vent du nord, 30-50 km/h. La nuit prochaine, les vents vont tomber. Température quand même entre moins 15 et moins 20. Et il y a un autre système qui passe demain. Donc, fin de nuit, début de matinée, encore de la neige à venir. 5 dans la région de Montréal, 5 à 10 vers l'Estrie. Ça ressemble à 5 à 7 cm là, à peu près partout. Demain, les températures seront autour de moins 7, moins 10 degrés.
Il y aura des éclaircies jeudi, mais ça reste des températures qui seront quand même un petit peu plus froides. Du côté de l'Abitibi, là aussi, les flocons s'estompent. On sera autour de moins 16 comme maximum, moins 18 au Saguenay. La neige cesse ce matin, ça se dégagera par la suite, mais les vents sont encore forts dans l'est du Québec. Là. Ça va prendre un bout de temps en cours de matinée avant que les vents diminuent un petit peu d'intensité. Moins 16, moins 18 pour le Saguenay et le Bas-Saint-Laurent, ciel devenant variable. Il y a encore de fortes averses de neige du côté de la Gaspésie. Ça devrait s'estomper d'ici la mi-journée. Ce matin, on est près du point de congélation. Le mercure sera autour de moins 13 en fin de journée. Ça va se dégager sur la Côte-Nord, mais encore de la poudrerie en raison des vents. Moins 12, c'est le maximum anticipé. Il continue de neiger sur le nord de l'Ontario. C'est le prochain système qui s'en vient sur le sud du Québec demain. Alors, 5 à 10 cm pour la portion nord. Aujourd'hui, variable vers Toronto, Windsor, des flocons ici et là. Moins 3, c'est le maximum anticipé. Moins 11 à Ottawa avec un dégagement qui va se faire. Et le calme se poursuit dans l'ouest. 7 sous un ciel assez dégagé à Vancouver. Beau temps dans les prairies. Edmonton, Calgary, 5 à 10 degrés sous le soleil aujourd'hui. 1 du côté de Regina, venteux mais ensoleillé également. Et 3 sur le sud du Manitoba. Le ciel est plus variable. Les vents sont forts, mais les températures sont printanières. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, le capitaine des Oilers d'Edmonton, Connor McDavid, effectuait un retour hier face au Kraken de Seattle. Parce qu'il avait raté les 3 derniers matchs, souvenez-vous. Et voilà, pour un coup à la tête asséné en janvier, le 18 janvier dernier. Donc, il a raté les 3 matchs de la semaine dernière. Les Oilers ont pas tard ralenti avec 2 victoires, une défaite la semaine dernière. Et là, c'était un retour hier face au Kraken de Seattle. On était à Edmonton. Et comme quoi, Connor McDavid est capable de très bonnes choses. Il a marqué à son retour comme si de rien n'était dans une victoire de 4-2 des Oilers face au Kraken. Les Oilers qui ont quand même remporté 7 de leurs 9 derniers matchs. Donc, quand même une autre bonne saison pour eux et ça se maintient dans le cas d'Edmonton. Sinon, hier, il y avait des matchs qui impliquaient cette fameuse course aux séries dans l'Est, dans laquelle est engagé le Canadien de Montréal, dont les Red Wings de Détroit qui affrontaient les Kings de Los Angeles hier. Ce sont les Kings qui ont marqué les 2 premiers buts, mais après ça, ce sont les Red Wings qui sont revenus de l'arrière, ont marqué 5 buts sans réplique dans une victoire de 5-2, ce qui permet donc aux Red Wings de rejoindre le Canadien au classement. Il y avait aussi les Flyers de Philadelphie aussi en action, victoire des Flyers 4-2 face aux Devils, pas très bon pour le Canadien. Et bonne nouvelle, par contre, les Penguins de Pittsburgh, eux, ont été défaits par les Sharks de San Jose. Donc, lorsqu'on regarde le classement ce matin, le Canadien est encore à 2 points d'une place en séries éliminatoires. La dernière place qui est occupée par le Lightning de Tampa Bay qui a 55 points, mais un match en main sur le Canadien, alors que le Canadien en a 53. D'ailleurs, retour sur la patinoire ce soir pour le Canadien de Montréal face aux Jets. Donc, ce sera quand même un bon défi là, pour les 2 prochains matchs. Les Jets ce soir, jeudi, le Wild du Minnesota. Donc, 2 bons défis pour permettre aux Canadiens peut-être de demeurer dans cette course et même peut-être s'inviter parmi les 8 équipes repêchées pour les séries éliminatoires ou sinon peut-être reculer au classement. Donc, on surveille ça ce soir. Vous nous aviez vendu la mèche hier. Ça a été confirmé pendant la journée. Les sénateurs d'Ottawa seront de passage à Québec l'automne prochain, sans subvention cette fois-là. Exact. Est-ce qu'on l'a souligné ça hier, sans subvention? Je pense que c'était l'information que Michael Andlauer, le propriétaire de l'équipe, avait. Oui, c'est ça, exactement. C'était probablement le surligné sur sa feuille. Donc, plus de détails, effectivement. Les sénateurs d'Ottawa qui affronteront les Devils du New Jersey le 28 septembre prochain et le Canadien qui sera aussi de la partie. Match prévu le 30 septembre face aux sénateurs. Donc, en tout, on parle de 4 à 5 jours d'activité à Québec pour ce camp préparatoire des sénateurs d'Ottawa. Et bien entendu, le propriétaire qui était de passage à Québec et qui disait d'ailleurs que ce passage lors du camp préparatoire était intéressant pour le marché francophone des sénateurs. Ça, c'était quand même une information intéressante. S'est fait questionner sur le retour des Nordiques ou d'une équipe professionnelle de la LNH à Québec. Voici sa réponse. La Ville de Québec mérite, à mon avis, mériterait une équipe de la Ligue nationale, mais ça ne sera pas sur mon dossier. Ça ne veut pas dire que dans le futur, on peut jouer quelques matchs de saison régulière à la Ville de Québec. Si on peut jouer en Suède, on devrait pouvoir jouer à la Ville de Québec. Ça, c'est une décision de la Ligue nationale, doit faire. Mais pour moi, c'est pas... Il y a aucun doute, je suis là pour rester à Ottawa, à Gatineau. Non, il va se faire des amis en disant que ça prend une équipe de hockey à Québec, mais en même temps, on comprend qu'il n'est pas question de déménager l'équipe. Là. On peut aller jouer chez vous, mais on va rester chez nous si ça ne vous dérange pas. C'est en somme le message que lançait Michael Andlauer hier. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Salut, bonne journée. Au revoir.
Alors, c'est un rapport final, le rapport final de l'enquête publique sur l'ingérence étrangère qui sera déposé aujourd'hui à Ottawa. C'est la juge Marie-Josée Hogg qui a pour mandat de déterminer si l'ingérence de la Chine, la Russie, l'Inde, entre autres, porte atteinte à l'intégrité ou a porté atteinte à l'intégrité des élections fédérales en 2019 et 2020. Et c'est pertinent alors qu'il y aura des élections déclenchées vraisemblablement au pays ce printemps. Donc, en plus de présenter ses conclusions, Vincent, la juge doit formuler des recommandations pour éviter toute ingérence d'un pays étranger, justement, dans les prochaines élections. Exactement. On va commencer par un petit rappel des faits. Et je tiens d'ailleurs à souligner l'excellent travail de notre collègue Rania Massoud qui a publié en fin de semaine un article qui résume très bien toute cette affaire-là. Une affaire qui éclate en novembre 2022 avec la publication d'une série de reportages dans le Globe and Mail, sur le réseau Global, des reportages qui essentiellement accusaient la Chine d'avoir fait pression sur des élus, leurs proches, et d'avoir tenté de favoriser l'élection de certains députés lors des élections fédérales de 2019 et de 2021. Pour y voir plus clair, on crée la Commission sur l'ingérence étrangère. Il y a une série d'audiences, plusieurs témoignages, l'examen de milliers de documents dont plusieurs considérés secrets. On se souviendra d'ailleurs que le chef du NPD avait obtenu sa cote de sécurité pour avoir accès à certains de ces documents classés secrets et que Jack Meeting avait par la suite accusé, sans les nommer, plusieurs parlementaires de traîtrise. On ne savait pas par contre si c'était des députés en fonction ou non. Bref, tout ça nous mène à un premier rapport d'étape en mai dernier, un rapport préliminaire qui établit que, oui, la Chine constitue la menace la plus active, la plus sophistiquée d'ingérence étrangère au Canada, mais on montre aussi du doigt l'Inde, le Pakistan, la Russie, l'Iran. Et la juge Hogg, dans ce premier rapport, avait conclu que l'ingérence étrangère a probablement eu lieu à petite échelle, dans un petit nombre de circonscriptions en 2019 et en 2021, mais que ces tentatives-là n'avaient pas eu de résultat, d'incidence sur le résultat, mais quand même que la confiance du public, et ça c'est important, la confiance dans le processus démocratique canadien avait été ébranlée. Oui, même si c'est à petite échelle, si certains ont des doutes sur l'intégrité du processus, effectivement, que ça mine la confiance. C'est pour ça qu'il y aura des recommandations aujourd'hui pour éviter toute tentative d'ingérence, de l'ingérence qui pourra devenir plus importante. Et là, on rentre justement dans une période électorale qui sera très chargée. Oui, le Parti libéral du Canada qui est en plein processus, on en a parlé beaucoup, pour élire un nouveau chef. Et le parti, soulignons-le, qui a changé, qui a actualisé ses critères pour obtenir le droit de vote dans cette course à la chefferie. On va voir si ces changements correspondent aux recommandations que va faire la juge Hogg. Dès que les libéraux auront trouvé un successeur à Justin Trudeau, je vous apprends rien en vous disant que le pays risque de tomber, tomber en élection générale. Tous les partis d'opposition ont dit qu'ils allaient renverser le gouvernement. Et avant même l'élection fédérale, il y aura des élections anticipées en Ontario. Du moins, c'est ce qu'on croit. Doug Ford qui devrait faire l'annonce demain. Donc, notre processus électoral, notre processus démocratique sera mis à l'épreuve à quelques reprises dans les prochaines semaines. Donc, ce rapport a été écrit, concocté au cours des derniers mois, sera présenté aujourd'hui, mais il y a quand même certaines choses qui ont changé depuis la présentation de ce premier rapport d'étape en mai. L'élection de Donald Trump. Et Donald Trump ne se gêne pas pour s'immiscer dans les affaires canadiennes quand on pense aux tarifs, mais aussi, souvenez-vous, quand Chrystia Freeland a claqué la porte du cabinet Trudeau, le président américain l'avait traité de toxique alors qu'elle est candidate pour devenir première ministre, pour devenir chef libéral et ultimement première ministre. Elon Musk qui a affiché sans gêne sur ses réseaux sociaux sa préférence pour Pierre Poilievre. On parle même plus de stratagème de coulisses. Là, on parle directement d'affirmation pour influencer le choix des Canadiens. Est-ce que les recommandations de la juge Marie-Josée Hogg prendront cette nouvelle réalité en considération? On va voir ça dans quelques heures avec la publication de son rapport. Merci Vincent. Je vous en prie. Revue de presse maintenant avec Gabriel Lemarquand-Perrault à Ottawa. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Alors, Ottawa qui prépare une aide d'urgence de plusieurs milliards de dollars pour les entreprises qui seraient touchées par la possible imposition de tarifs douaniers. Ça pourrait venir aussitôt que ce samedi, le 1er février.
Oui, une aide de type pandémie, nous dit le Globe and Mail qui en fait sa une ce matin pour les travailleurs, mais aussi les entreprises. Si le président américain met à exécution sa menace d'imposer des tarifs douaniers de 25 % sur les produits canadiens, le gouvernement s'attend à ce que les droits de douane américains entraînent des licenciements massifs, fassent grimper le coût des biens pour les consommateurs, nous mentionne le Globe. La source qui a parlé au Globe and Mail dit que le programme d'aide pourrait être mis en œuvre dès la reprise des travaux parlementaires. Donc, ça pourrait se faire dès le 24 mars prochain, alors que le Parlement est prorogé actuellement, mais ça nécessiterait bien sûr la coopération des partis d'opposition. Et aucune discussion n'a eu lieu avec les partis d'opposition à ce stade, nous mentionne le Globe and Mail. À la une ce matin du National Post, la chronique de John Ivison qui, lui, dit que Trump attend vraiment du Canada la longue liste d'armes antitarifaires dont dispose le pays et que le président américain ne mentionne pas. Il parle entre autres de l'énergie hydroélectrique au Québec, mais également d'une série de minéraux critiques essentiels pour les États-Unis. Et dans la presse, l'ancien premier ministre du Québec, Philippe Couillard, signe une lettre ouverte avec son collègue Jeff Mahon de chez Strategy Corp. Et lui, il pense que des représailles canadiennes à ces tarifs pourraient fort bien ne pas être de mise. Dans Le Devoir de ce matin, on publie une enquête sur des étudiants africains victimes de racisme et d'insultes en Abitibi-Témiscamingue. Insultes les traitant d'incompétents, propos racistes et humiliations répétés. Des infirmières et infirmiers recrutés en Afrique ont été victimes d'intimidation et de dénigrement au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et dans les hôpitaux de la région. C'est une enquête de Lisa Marie Gervais ce matin à la une du Devoir. Elle dit que les exemples de remarques racistes sont nombreuses dans le rapport lourdement caviardé qui a été obtenu par le Devoir en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Dans le rapport, on peut lire le témoignage d'une dizaine de ces futurs soignants formés à Amos et puis à la SAR. Le Devoir aussi a parlé à plusieurs de ces infirmiers, de ces infirmières qui ont confié avoir été plongés dans une grande détresse, une situation qui a mené à une vague d'échecs au printemps 2024. C'est le début de la session parlementaire à Québec, donc retour à l'Assemblée nationale pour les membres du gouvernement, pour les partis d'opposition. Et le ministre Jean-François Roberge a annoncé déjà qu'il allait déposer jeudi un projet de loi pour créer un modèle d'intégration nationale des nouveaux arrivants. Le ministre dit que c'est le projet de loi de la rentrée parlementaire en entrevue avec la presse. Il voit ce projet de loi-là au même rang que la Charte de la langue française et que la loi sur la laïcité. Donc, selon le ministre, il s'agit d'un cadre d'accueil des immigrants selon les valeurs fondamentales du Québec comme l'égalité homme-femme, la laïcité de l'État et le français. Il s'agit en quelque sorte, Mathieu, d'un contrat social entre l'État et les immigrants pour réussir leur intégration au Québec. Alors, entrevue avec le ministre à lire dans les pages numériques de la presse ce matin. Et il y a plusieurs grimpeurs illégaux qui, je dirais, s'amusent, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais à monter au sommet de l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. Vous vous rappelez peut-être, je vous ai parlé il y a quelques mois de l'urbex, donc ce phénomène d'exploration urbaine très populaire dans la métropole. Et là, ce matin, le Journal de Montréal nous dit à sa une que l'oratoire Saint-Joseph n'en peut plus des grimpeurs, le lieu qui est la cible d'une vague d'exploration urbaine depuis plusieurs mois. En fait, l'oratoire a été la cible d'une entrée par infraction au cours du week-end, une autre entrée par infraction, dit le Journal de Montréal. La responsable des communications pour l'oratoire mentionne que depuis le début de l'année, ça arrive au moins une fois par semaine que des personnes entrent par infraction dans l'oratoire Saint-Joseph. Ces explorateurs urbains qui essaient de monter jusqu'à la croix sur le dôme. Oui, alors c'est très, très dangereux. Et le journal dit que ce ne serait pas le seul endroit populaire pour pratiquer l'urbex à Montréal. L'ascension du pont Jacques-Cartier et du stade olympique serait également en vogue par les temps qui courent. Merci, Gabriel. Bonne journée à demain. On va parler maintenant de ces entreprises qui sonnent l'alarme sur la gestion d'Éco-Entreprises Québec, qui est responsable de la collecte sélective au Québec depuis donc le 1er janvier. Elle demande ces entreprises au gouvernement d'ouvrir une enquête sur la gouvernance de l'organisme. Il y a eu plusieurs articles donc qui ont été publiés déjà en lien avec des problèmes, entre autres en ce qui a trait à la consigne. Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec déplore que depuis l'arrivée d'Éco-Entreprises Québec, il y a des coûts de gestion de la collecte sélective qui ont augmenté
augmenté beaucoup, qui aurait doublé pour atteindre près de 750 millions de dollars cette année. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. C'est un dossier que vous suiviez de près. Il y a des entreprises qui se disent même incapables maintenant de payer pour cette collecte sélective. Oui, effectivement. Avec mon collègue Daniel Blanchette-Pelletier et Mathieu, on a parlé à plusieurs entreprises, à plusieurs chefs d'entreprise qui nous ont dit être étonnés par les montants qu'Éco-Entreprise Québec leur a facturés pour financer la collecte sélective. C'est le cas de la PDG de la maison Orphée, Elisabeth Bélanger, qui a reçu, Mathieu, une facture dont l'augmentation est 2 fois plus élevée que prévu et qu'elle doit payer d'ici vendredi. On l'écoute. On a fait connaître notre mécontentement, notre incompréhension, surtout notre surprise par rapport à tout ça. On a une hausse de 80 % de notre facture cette année. Là, on parle de quand même centaines de milliers de dollars pour une pas très grosse entreprise. Je fais comment? Elle n'est pas la seule, d'ailleurs, dans cette situation-là, Jean-Philippe. Oui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise comme elle qui se demandent comment ils vont payer la facture et surtout, Mathieu, comment les coûts de la collecte sélective au Québec ont pu augmenter autant depuis qu'Éco-Entreprise Québec s'en occupe. On écoute Michel Rochette du Conseil canadien de commerce de détail. À l'origine, on a reçu des indications en effet que la facture allait augmenter, on le savait. Maintenant, ce qu'on commence à voir, c'est des factures qui augmentent non pas de 30-40 % mais plus de 300 à 400 % d'augmentation. Donc, c'est surprenant pour beaucoup d'entreprises. Et selon le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, vous n'avez parlé tantôt, les coûts de gestion de la collecte sélective au Québec seraient passés, Mathieu, de 350 à 750 millions de dollars cette année. Éco-Entreprise Québec se défend, affirme de son côté que les coûts sont de 570 millions de dollars. Bon, une bataille de chiffres à ce niveau-là, mais en tout cas, clairement, il y a des entrepreneurs qui vous ont dit que ça leur coûte vraiment beaucoup plus cher pour payer pour cette collecte sélective. Et le Conseil de la transformation alimentaire, donc qui représente ces entreprises, demande au gouvernement Legault d'ouvrir une enquête. Oui, Mathieu, comme le gouvernement l'a fait pour Consigne Action, il demande de déclencher une enquête administrative sur la gestion et la gouvernance d'Éco-Entreprise Québec. On écoute Annick Van Kempout du Conseil de la transformation alimentaire du Québec. On a le sentiment que c'est barre ouverte. Plusieurs éléments qui nous questionnent. On dépense pour un nouveau centre de tri, on dépense pour des nouveaux bacs bleus, mais c'est une accumulation de dépenses qui nous fait dire, c'est-tu vraiment nécessaire? Parce qu'au final, ce sont les entreprises qui payent. Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec demande également au gouvernement Legault un moratoire sur toutes les sommes qui ont été facturées aux entreprises. Bon, et comment on justifie ces hausses? Je comprends qu'il y a une guerre de chiffres entre le Conseil de la transformation alimentaire, mais ça a quand même augmenté. Comment on justifie ces hausses? Bien, l'organisme explique l'augmentation des coûts pour les producteurs par l'élargissement de la collecte sélective ainsi que par l'augmentation des coûts de transport et de main-d'œuvre. Éco-Entreprise Québec affirme également que le report de la consigne, Mathieu, a fait grimper ses coûts d'exploitation. Et je vous rappelle en terminant que c'est depuis le 1er janvier qu'Éco-Entreprise Québec gère et finance la collecte sélective au Québec. Auparavant, c'était les municipalités qui géraient tout le système-là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà donc pour cette édition d'À la Une, ce qu'on va surveiller aujourd'hui. Je le disais, rentrée parlementaire à Québec, donc retour des élus. Et Vincent nous en a parlé. Il nous a, disons, préparé pour cette journée du dépôt du rapport final de la Commission sur l'ingérence étrangère. C'est, entre autres choses, ce qui va retenir plutôt l'attention. Si vous voulez nous écouter en rattrapage ou encore sur Internet, utilisez l'application Radio-Canada Audio. C'est possible de nous écouter de cette façon ou encore d'attraper l'émission en rattrapage si vous avez manqué quelques secondes de l'émission en vous levant un peu plus tard un matin ou un autre. Alors, vos équipes du matin, justement, prennent le relais dans les prochaines secondes. Je vous retrouve dans les radiojournaux. Bonne journée. Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. My God, mon amour, t'as pas l'air bien. Je suis pas bien pantoute. Je pense que j'ai pogné. Que t'as pogné quoi? La gastro! Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi? Tout va bien aller. Logisco. Je peux pas aller au bureau, moi. Plus de 6 000 appartements à Québec.